Ok, alors peut-être juste avant que j'introduise le séminaire, une petite précision. Déborah, tu me fais des grands signes si ça grésille ou vous ne m'entendez pas. Euh, la séance voilà, est enregistrée pour qu'on la mette sur notre chaîne YouTube jusqu'au moment où Julie prendra la parole, parce que Julie est intérimaire euh, pour des raisons de confidentialité et par rapport à son travail anonyme. Vous m'entendez bien? Bon, ben, Déborah, c'est juste pour Oui, présenter le truc. bah, de toute façon, je pensais le repréciser plus tard. Ce que disait Fanny, pour celles et ceux qui n'entendaient pas forcément bien, c'est que la séance est enregistrée. Ça fait partie des principes qu'on s'était proposé de suivre avec Fanny pour ce séminaire sur la co-construction des questions de la recherche sur les questions hospitalières. L'idée, c'est de le rendre accessible à tous et toutes. Donc, on va par contre arrêter l'enregistrement à partir du moment où Julie, médecin intérimaire, c'est ce que disait Fanny, prendra la parole pour respecter les questions d'anonymat et de confidentialité au regard des sujets qui sont assez délicats qu'on va aborder. Voilà. Mais je ne sais pas si on peut quand même essayer d'introduire, Fanny, le séminaire dans sa globalité, peut-être. Je veux bien, j'ai l'impression que vous allez arriver vraiment à m'entendre. Oui. Non, bon. Bon, bah, du coup, je prends la relève. Donc déjà, on est ravis vraiment de vous recevoir toutes et tous aussi nombreuses et nombreux. Donc ce séminaire qu'on a pensé avec Fanny Vincent et faisait suite à une journée d'études qu'on a organisée dans un bar dans je ne sais plus quel arrondissement de Paris, vers Ménilmontant, il me semble, le Loup Pascalou, en novembre 2019, et qui visait à questionner les recherches sur l'hôpital de manière générale, sur l'impact des différentes réformes récentes, etc. Et qui se voulait quelque chose de co-construit avec des professionnels de santé et des chercheurs, chercheurs et chercheuses de différentes disciplines. Donc, voilà, en fait, cette journée d'études avait suscité énormément d'intérêt et on avait décidé de poursuivre l'aventure en proposant ce séminaire qu'on a pu donc commencer pour suite coronavirus, tout ça, bien sûr. Donc, l'idée, c'était de proposer un séminaire mensuel qui commence donc aujourd'hui et qui ira jusqu'au mois de juin avec 6 séances qu'on vous proposera, que vous avez certainement dû voir voir passer dans les mails. Donc, aujourd'hui, peut-être je vais commencer par présenter la séance d'aujourd'hui. C'est donc une séance qu'on a intitulée Statut et conditions d'emploi à l'hôpital. Et cette séance sera donc l'occasion d'interroger les transformations de statut de la fonction publique et les formes de dérégulation qui l'accompagnent, en s'interrogeant sur leurs effets sur le travail des professionnels et la qualité des soins. Donc pour ce faire, on a l'occasion d'écouter 3 intervenantes et co-organisatrices de ces séances. Donc j'insiste bien sur l'aspect co-organisatrice, j'en dirai peut-être 2 mots par la suite. Donc tout d'abord, nous écouterons Marion Mauchaussé, doctorante en économie au Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques à l'Université de Lille, qui, donc, grâce à son travail de thèse en cours sur les contrats courts, désolée pour la répétition, mais c'est pas le même genre de cours, dans la fonction publique, donc les contrats courts dans la fonction publique nous donnera une vision d'ensemble, non seulement sur la fonction publique hospitalière, mais aussi en comparaison avec les 2 autres types de fonctions publiques qui sont, pour rappel, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Ensuite, avec Sophie Rétif, maîtresse de conférence en sociologie à l'IDHES à l'Université Paris X Nanterre, elles feront toutes les deux des zooms, des focus sur des formes spécifiques d'emploi, de plus en plus à la mode aujourd'hui à l'hôpital. Alors, c'est un petit teasing, j'en dis pas plus pour l'instant, elles le feront mieux que moi. Et enfin, Sophie Rétif engagera donc un dialogue avec Julie, médecin intérimaire, qui est notre 3e intervenante et co-organisatrice de cette séance,
Et ce sera l'occasion de revenir sur son parcours et les choix qui l'ont amené à faire de l'intérim. Donc, comme on l'a dit en introduction et comme vous avez pu le constater, Julie apparaît seulement avec son prénom sur l'écran. Vous entendrez seulement le son de sa voix. Et donc, on n'a pas précisé dans quels hôpitaux elle a travaillé ni son nom de famille. Ce n'est donc pas un oubli. Tout ça s'explique par le caractère délicat des questions qui seront abordées aujourd'hui et le fait qu'on ait préféré garder son anonymat. Donc, on pensait quand même toutefois que, en fait, proposer une partie de cette séance sous forme d'interview, ça permettait aussi un petit peu de dynamiser la présentation. L'idée, c'est aussi de se questionner sur les conditions de travail des chercheurs et chercheuses. Qu'est-ce que c'est que faire un séminaire public ouvert à tous et toutes en visio, et donc comment le rendre attrayant et essayer de sortir un peu du schéma classique, un intervenant, une présentation, des questions. Donc là, l'idée, c'est de développer davantage l'aspect dialogue. Donc, comme on l'a dit, la séance est enregistrée. L'enregistrement, il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube qu'on a créée pour l'occasion. Ce sera partagé par nos principaux partenaires et financeurs, dont l'ILPEM et également le CERMES 3 et le CLERSI, que je tiens à remercier ici. Tout cela dans l'objectif donc de créer un espace public de discussion, de co-construire une réflexion générale sur les questions hospitalières. Et c'est d'ailleurs aussi dans cette dynamique que Marion, Julie et Sophie ont construit ensemble cette première séance à l'occasion de plusieurs réunions de travail. Elles ont décidé du format, des interventions, etc. Et leur objectif, c'est avant tout de soulever des questions, de montrer des paradoxes pour susciter et orienter les échanges avec la salle dans un second temps. C'est pourquoi on a prévu un temps assez conséquent d'échanges et de discussion à la fin de cette séance. Du coup, j'en viens à ce dernier point un peu technique. Donc, merci à toutes et tous. Je pense qu'on est maintenant habitués, mais de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation de nos 3 intervenantes. Pour le temps des questions, je vous propose de gérer un peu le tour de parole. Comme ça se fait de plus en plus, peut-être que vous êtes toutes et tous très habitués à ça, mais donc je le précise quand même. Vous avez la possibilité de vous signaler dans la barre de chat pour prendre la parole. Et donc, je ferai un petit peu le travail de distribution de la parole. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne séance. Et je donne donc la parole à Marion Mauchaussé. Alors, je vais partager d'abord mon écran. C'est bon, vous le voyez bien? C'est bon? Oui? Ok. Donc, bonjour à tous et toutes. Merci d'être présent aujourd'hui pour la première séance qui s'intitule Statut et conditions d'emploi à l'hôpital public. Je remercie également Déborah Ridel et Fanny Vincent de m'avoir proposé d'animer la première séance. Donc, j'ai l'impression que c'est ici. Donc, afin d'entrer justement dans le vif du sujet de l'hôpital public et des 3 fonctions publiques, je vous propose d'abord de revenir sur une mise en contexte de l'évolution des statuts d'emploi sur le marché du travail. Donc, si le contrat à durée indéterminée et le statut de fonctionnaire représentent toujours la part majoritaire de l'emploi dans chacun des secteurs privés et publics, la hausse des contrats temporaires depuis les années 80, notamment dans le secteur privé, témoigne d'une forme de dérégulation de ces normes d'emploi. Beaucoup de travaux dans la littérature s'intéressent aux formes particulières d'emploi dans le privé, mais ils se font en fait beaucoup plus rares en ce qui concerne la fonction publique. Pourtant, ils représentent une part plus importante dans ce secteur, donc on le voit ici en bleu, et sont présents depuis bien plus longtemps. Après la Seconde Guerre mondiale, ces contrats atypiques du public, appelés auxiliaires, représentaient 32% de l'emploi public, alors que dans le privé, ils n'étaient peu, voire pas développés.
La mise en place de plans de titularisation successifs a permis de faire diminuer cette part importante d'emplois temporaires dans le public, mais à partir des années 80, celle-ci se stabilise à un taux toujours plus élevé que la part des contrats temporaires du privé. En 2018, on a un salarié sur 7 qui est en contrat temporaire dans la fonction publique contre 1 sur 9 dans le privé. Ils représentaient respectivement un salarié sur 8 et un salarié sur 23 en 1985. Donc, comment explique-t-on finalement le recours manifeste à ces emplois atypiques du public si l'on constate un recours déjà important, comme on l'a vu antérieurement à la période 82-2018, dans la littérature, certains travaux d'auteurs, comme ceux d'Anne Hamar et Ludovic Berthier en 2007, ceux de Philippe Bézès en 2009, de Françoise Van Aperen en 2012, considèrent en parallèle que la part importante mais élevée de l'utilisation des contrats temporaires du public pendant ces 30 dernières années s'appuie également d'un développement du nouveau management public. Les auteurs soulignent que la diffusion de ce nouveau management public en France transformerait les pratiques de gestion publique de la main-d'œuvre avec des transformations qui s'alimentent de l'application au secteur public de modes de gestion issus du privé tels que le développement de la concurrence entre acteurs publics, l'incitation à la performance des agents ou encore la possibilité pour les employeurs publics de recourir à des postes de contractuels sur des emplois permanents. Donc l'usage de plus en plus fréquent par l'employeur public d'une mosaïque de contrats dans la gestion de ses ressources redessine les contours du marché du travail de la fonction publique. On peut ainsi mettre en évidence une double question. La première, pourquoi les organismes publics ont-ils recours à ces formes d'emploi atypiques? Donc pour quelles raisons en fait? Et à qui l'employeur public offre-t-il ces contrats temporaires? Donc la première question, pourquoi les organismes publics ont-ils recours à ces formes d'emploi atypiques? À ce jour, en fait, il est encore difficile de répondre à cette question puisqu'elle est très peu étudiée dans la littérature. Néanmoins, on a quand même un certain nombre d'arguments que l'on retrouve dans la littérature sur le privé et qui pourraient s'appliquer au secteur public compte tenu de certaines adaptations. Donc, le premier argument, c'est que le recours à ces emplois temporaires pourrait permettre de répondre à la variabilité, à la saisonnalité de l'activité. Dans le public, la demande peut aussi être temporaire. Par exemple, si on fait référence à des remplacements de congés maladie ou à des événements culturels. Dans le cas, par exemple, de l'hôpital, le recours au temporaire a été très récemment mis en évidence avec la crise de la Covid, où les hôpitaux ont recruté des étudiants infirmiers, des internes ou encore des contrats à durée déterminée qui n'ont pas forcément vocation à être pérennisés pour répondre justement à la forte affluence de patients. Un second argument de ce recours, c'est de contourner la législation protectrice de l'emploi. La législation protectrice de l'emploi, c'est en fait un indice d'évaluation sur les règles de licenciement et cette législation est considérée dans l'OCDE comme l'une des plus fortes en France. Et forcément, elle est de la même façon que pour les salariés en CDI du privé, très stricte et encore plus pour les fonctionnaires et davantage que pour les salariés permanents du privé. Ici, le licenciement n'est pas autorisé ou dans des contextes très spécifiques, comme par exemple l'incapacité physique, et est en fait assez rare, voire inexistant. Le troisième argument serait que l'utilisation de ces temporaires permettrait de tester les employés. Donc, on le sait, en France, l'accès à l'emploi public se fait principalement par voie de concours, de sorte à ce que justement ce test de travailleurs ne devrait pas s'appliquer. Pourtant, les pratiques de recrutement montrent qu'il pourrait être mis en place, enfin, il est finalement mis en place d'une certaine façon, par exemple dans le passage des concours en interne, puisqu'il faut une ancienneté suffisante dans l'emploi, dans le poste, pour que l'agent puisse concourir. Et donc, on peut penser également que
dis qu'il n'y a pas de littérature, on en a quand même, hein. On peut penser également qu'il y a d'autres motifs de recours qui seraient plus spécifiques à la fonction publique et qui seraient du coup les suivants. Donc, répondre à l'évolution des compétences requises. Donc, le point principal ici, c'est que l'entrée dans la fonction publique se fait par la voie de concours, qui est plutôt axée sur des compétences générales plutôt que sur des compétences spécifiques, et que l'ancienneté moyenne dans le secteur public est relativement élevée. Donc, il peut être difficile de trouver des profils qui correspondent à un nouveau besoin de compétences spécifiques. Et donc, l'emploi temporaire, c'est finalement un moyen rapide de s'adapter à un besoin de nouvelles compétences et un moyen plus facile que la formation continue. Et donc, le recrutement flexible recherché se situe plutôt dans un élargissement de l'offre de candidats et avec une opportunité de trouver des profils beaucoup plus en adéquation avec les compétences requises. Donc, le recours aussi à ces temporaires permettrait de compenser le non-remplacement des fonctionnaires partis en retraite. On le sait tous, depuis la fin des années 2000, fin de l'année 2000, le nombre des titulaires a été limité. Et dans une certaine mesure, il est nécessaire d'ouvrir des postes aux personnes sous contrat temporaire pour justement effectuer les missions qui sont normalement destinées aux fonctionnaires. Donc, il y aurait une substitution entre les fonctionnaires et les agents temporaires. Et enfin, le dernier argument que j'ai mis en avant, ce serait pour contourner les règles de promotion interne. Donc, pour les travailleurs qui sont en place, la gestion de carrière doit respecter certaines règles, et plus particulièrement celles des salaires et des promotions qui sont liées à l'ancienneté. De ce fait, l'employeur public peut recourir à des travailleurs temporaires pour réduire sa masse salariale, puisque les règles d'ancienneté ne s'appliquent pas ici, et une qualification équivalente peut être payée beaucoup moins cher. Donc, les questions du recours aux contractuels et aux raisons de ce recours sont évidemment pas indépendantes de la composition des statuts d'emploi de chacun de ces secteurs. On constate d'ailleurs que d'une fonction publique à l'autre, alors on le voit ici, donc là on a les 3 fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale, on a une part des statuts d'emploi qui diffèrent. Par exemple, on voit que dans la fonction publique hospitalière, la part des contractuels représente près de 25% de l'emploi public, du secteur. Et que c'est également une grande consommatrice de contrats temporaires puisqu'elle en emploie en 2018 plus de 16%. Une piste qui est privilégiée à ce jour, c'est justement le manque d'attractivité à l'hôpital public qui implique également un manque de main-d'œuvre. Ce manque d'attractivité, d'ailleurs souligné à plusieurs reprises dans le rapport Véran de 2013, Hôpital cherche médecin coûte que coûte. Donc, outre la question des raisons du recours à ces emplois temporaires, se pose aussi la question de à qui l'employeur offre ces emplois temporaires. Et donc, pour répondre à cette question, on va utiliser l'enquête emploi de 2018, qui comprend 6286 observations sur le salariat public. Donc, ici, 6286, dont 2878 pour la fonction publique d'État, 1061 pour la fonction publique hospitalière et 2347 pour la fonction publique territoriale. On va réaliser une estimation des probabilités d'être en contrat temporaire dans chacune des fonctions publiques avec les variables explicatives suivantes, qui sont l'âge, le sexe, la nationalité, le niveau de diplôme et le temps de travail. Et donc, on obtient ce magnifique modèle qui est en fait un modèle probit bivarié avec sélection. Et donc, c'est une modélisation qui permet d'analyser les profils d'emploi temporaire tout en tenant compte du secteur de la fonction publique dans lequel ces agents travaillent. Et donc, bon, pour faire très vite, je ne vais pas commencer à expliquer tout le modèle, mais du coup, en fait, la première équation, elle va nous permettre de déterminer la probabilité de travailler dans un des 3 secteurs de la fonction publique. Et la seconde équation, elle va nous permettre de déterminer la probabilité d'être employé en contrat temporaire en sachant la fonction publique dans laquelle l'agent travaille. Et donc, quel résultat on obtient avec ça ?
Donc là, c'est le résultat de la première équation. Donc d'abord, je précise ici que c'est un modèle qui est difficile à interpréter et qu'on va juste se limiter, et ce qui est bien suffisant, à la lecture des signes, à l'intensité des coefficients et à leur significativité. Donc je vais présenter assez brièvement les résultats de la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, et on s'arrêtera un petit peu plus sur la fonction publique hospitalière. Donc dans la fonction publique d'État, les agents qui travaillent dans ce versant sont plutôt des hommes, puisqu'on voit qu'ici, on a un coefficient qui est négatif et significatif pour les femmes. Donc, ça veut dire qu'on a davantage d'hommes dans ce secteur. On a également plutôt des agents qui sont assez jeunes et de plus de 50 ans, qui travaillent également dans ce secteur, qui sont davantage à temps plein, puisqu'on voit qu'ici, on a de nouveau un coefficient qui est négatif et significatif. Et plutôt des agents qui sont très diplômés, donc de l'ordre de Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 et plus, donc doctorat. Donc on voit ici qu'on a des coefficients qui sont positifs et significatifs. Ce qu'on peut remarquer assez globalement de façon transversale sur les trois modélisations, c'est qu'en fait, les coefficients les plus élevés, ce sont ceux des diplômes. Donc en fait, a priori, ce serait le diplôme qui jouerait le plus sur le fait sur la probabilité d'appartenir, de travailler dans un des secteurs de la fonction publique. On voit également que dans la fonction publique d'État, on a plus, la probabilité d'y entrer est plus élevée lorsqu'on a au moins un parent qui a travaillé dans la fonction publique. Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, donc on a moins souvent des jeunes, puisqu'on a un coefficient qui est négatif et significatif. On a plutôt des agents qui sont à temps partiel et des agents qui sont peu diplômés. Donc, la modalité pas de diplôme et brevet des collèges est relativement élevée et significative et positive. Concernant la fonction publique hospitalière, donc c'est là où on va s'arrêter un petit peu plus, on a des agents qui sont plutôt jeunes. Donc on voit que par exemple, le fait d'avoir plus de 50 ans, ça diminue la probabilité de travailler dans ce secteur. On a également plutôt des femmes. Donc, on a un coefficient qui est significatif et positif, et plutôt des agents qui sont moyennement diplômés, donc avec des coefficients ici également positifs et significatifs, donc plutôt brevet des collèges et Bac plus 2. Donc, si on s'arrête un peu plus sur les profils de ces employés, on peut constater qu'ils correspondent assez fidèlement à la composition du secteur. Donc d'abord, si on reprend les femmes, dans la fonction publique hospitalière, c'est le secteur où on a le plus de femmes parmi les trois secteurs de la fonction publique, de l'ordre de près de 80%, donc ce qui est quand même énorme. En comparaison, on en a un peu plus de 60% ici et un peu plus de 50% ici, au niveau des femmes. Donc on a également des agents qui sont plus jeunes. Donc plus jeunes, pourquoi ? Parce que certains agents vont d'abord ont l'obligation d'avoir une expérience à l'hôpital avant de pouvoir s'installer en tant que profession libérale. Donc c'est notamment le cas pour les médecins, mais aussi pour les infirmières. Donc, du coup, ils sont forcément comptabilisés dans la fonction publique lors de leurs premières années de travail. Puis ensuite, ils sont plus à l'hôpital, donc ils ne sont plus considérés comme des salariés de la fonction publique, donc ils quittent l'échantillon du public. Si on regarde un petit peu l'âge moyen dans la fonction publique hospitalière, il est de 41,9 ans. Contre 42,5 ans pour la fonction publique d'État et 45,3 ans pour la fonction publique territoriale. Si on regarde le niveau de diplôme, il est plutôt concentré sur des agents moyennement diplômés. Alors oui, il y a des médecins dans la fonction publique hospitalière, mais en fait, et qui sont très, très fortement diplômés, mais en fait, la majorité de la main-d'œuvre est plutôt composée d'infirmières et d'aides-soignantes, et donc qui ont davantage ce niveau de diplôme, ce qui correspond assez fidèlement à ce qu'on retrouve ici.
Et enfin, au niveau du temps partiel, donc on a des agents qui sont beaucoup moins à temps partiel, notamment parce que c'est associé aux professions des agents du secteur. Donc les médecins, les infirmières, les aides-soignantes sont très peu à temps partiel. Donc les résultats qu'on obtient ici, auxquels on s'attend lorsqu'on regarde les compositions des 3 fonctions publiques, c'est qu'on ait des contrats temporaires qui aient des profils qui soient relativement similaires aux agents qui composent le secteur. Donc plutôt des agents très diplômés qui sont en contrat temporaire dans la fonction publique d'État, plutôt des agents moyennement diplômés qui travaillent à temps complet, qui sont plutôt des femmes, et là, ici, moins diplômés, plutôt des agents moins jeunes, etc. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, dans les 3 fonctions publiques, on a des agents qui ont finalement des caractéristiques très similaires. C'est plutôt des agents qui sont très jeunes, jeunes à très jeunes. Donc, on voit ici, puisqu'on a des coefficients qui sont positifs et significatifs. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est les coefficients qui sont le plus élevés. Avant, c'était le niveau de diplôme, et maintenant, on se rend compte que c'est plutôt l'âge. On a plutôt également des agents qui sont de nationalité non française. Là de même, on voit que les personnes qui ont une nationalité européenne ou étrangère ont des coefficients positifs et significatifs. Et enfin, c'est plutôt des agents qui sont plutôt non diplômés. Donc ici, on voit par exemple qu'avoir un bac +3, +4, ça diminue la probabilité d'un contrat temporaire dans la fonction publique d'État. Ici, ne pas avoir de diplôme, ça augmente la probabilité d'être en contrat temporaire dans la fonction publique hospitalière. Donc pourquoi ces résultats ? Donc, le jeune âge peut faire l'objet d'une double interprétation. D'abord, compte tenu de leur jeune âge, il est possible que cette population n'ait pas forcément le niveau d'études nécessaire pour le passage du concours externe. Donc, pour les catégories A et B notamment, un niveau de diplôme minimum est requis et donc avoir un jeune âge est souvent corrélé avec le fait d'avoir un niveau de diplôme peu important, notamment lorsqu'on rentre sur le marché du travail. Ensuite, pour l'accès au concours interne, il est nécessaire d'avoir une expérience professionnelle d'une durée minimale dans le poste ou dans un poste équivalent. Donc, être jeune, c'est aussi synonyme de faible expérience professionnelle. Par conséquent, le passage du concours en interne n'est pas toujours possible. Pour le cas de la nationalité, donc pour obtenir le statut de fonctionnaire, il est nécessaire d'être de nationalité française ou d'être ressortissant européen. Ici aussi, on a 2 problèmes qui se posent. On voit d'ailleurs que les coefficients de la nationalité étrangère sont les plus élevés. Donc c'est eux qui ont la probabilité la plus forte d'être en emploi temporaire. Et donc, le premier, c'est que les agents de nationalité étrangère ne peuvent pas être employés sous statut de fonctionnaire. Ils peuvent l'être en tant que contractuels. Pour les agents qui sont de nationalité européenne, c'est plutôt ici la question de la reconnaissance du diplôme qui peut paraître compliquée et qui les amène plus souvent à être recrutés en emploi atypique. Concernant le niveau de diplôme, donc c'est un peu en lien avec l'âge finalement. Donc comme je l'ai dit, pour les postes de catégorie A et B, il faut un niveau de diplôme minimum pour le passage du concours de fonctionnaire. Il est possible néanmoins pour les agents les moins diplômés d'entrer en catégorie C, soit par les concours internes qui nécessitent une expérience, ou soit par les concours internes qui nécessitent une expérience préalable. Donc si ces agents sont peu qualifiés ou s'ils sont jeunes, avec une expérience limitée, les chances qu'ils soient embauchés en emploi temporaire sont souvent plus élevées. Enfin, pour la fonction publique d'État et si pour la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, on remarque qu'on a ici des coefficients positifs et significatifs sur les probabilités que les agents à temps partiel soient en contrat temporaire. On voit que dans la fonction publique hospitalière, ce n'est pas le cas. Enfin, cette variable n'est pas significative et ceci peut d'ailleurs s'expliquer encore une fois par le manque de main-d'œuvre très important dans le secteur. Donc on prend en fait ce qu'il y a. Clairement, si la personne elle est en contrat temporaire, c'est tout, on la prend quand même tellement il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur. Donc si on voit, si on a des conditions d'emploi dans chacune des fonctions publiques qui se sont détériorées, et que le manque d'attractivité du secteur a augmenté, c'est finalement pas sans lien avec les conditions de travail dans lesquelles ils exercent leur profession. On a trouvé ça important en fait de mettre un petit peu l'accent aussi sur les conditions de travail.
Donc faire un panorama finalement de ces conditions de travail dans la fonction publique, ça serait ici beaucoup trop long et complexe, tant les 3 sphères publiques diffèrent les unes des autres. On va néanmoins se pencher un peu plus sur la question de la fonction publique hospitalière, car ici c'est notre principal sujet. Donc d'abord la question des horaires. On a un bon nombre d'agents, notamment les soignants, mais aussi les personnels médico-techniques, qui travaillent en horaire décalé, souvent postés. L'enquête conditions de travail de 2013 montre que 70% des personnels hospitaliers sont concernés par le travail de nuit, le travail le week-end ou ne disposent pas d'au moins 48 heures consécutives de repos. On a également certains soignants qui travaillent 12 heures par jour afin d'alterner des semaines plus longues et plus courtes qui ne sont pas sans conséquences sur leur santé, comme le montre la thèse de Fanny Vincent. La question, le deuxième point, c'est la question de l'organisation du travail. Les agents hospitaliers sont également soumis à un rythme de travail de plus en plus intense parce qu'il y a plus de tâches à faire à la journée, plus de normes de production à respecter, des contraintes liées aux moyens humains et financiers, et aussi parce qu'ils font face à un public en souffrance qui augmente encore davantage la pénibilité du travail de ces agents. Enfin, la question du manque d'effectifs, qui est en lien avec les conditions d'emploi, les conditions de travail et le salaire des agents. Cette question de l'attractivité est, je le répète, évoquée dans le rapport Véran, mais aucune solution concrète n'est apportée pour y pallier. Et donc, pour combler ce manque de main-d'œuvre, l'hôpital recourt de plus en plus à des contractuels, mais aussi à des formes d'emploi moins connues, comme les contrats aidés, les services civiques ou encore l'intérim. Donc, je tiens à préciser ici que la liste des conditions de travail évoquées est évidemment non exhaustive et qu'il existe encore bien d'autres facteurs de pénibilité. Je vais passer la parole à Sophie pour évoquer les contrats aidés et les services civiques à l'hôpital, et je reprendrai juste la parole quelques minutes pour introduire l'intérim dans les statistiques, avec les statistiques. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marion pour la présentation. Alors moi, je ne vais pas utiliser de PowerPoint. Oui, alors, je ne sais pas comment on l'arrête. Il n'est pas arrêté là, si? Ouais, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin de diffuser quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément gênant. Ouais, donc on s'était dit pour cette séance qu'on ne pouvait pas épuiser, faire le tour de l'ensemble des statuts et conditions d'emploi qui existaient à l'hôpital, mais qui pouvait être intéressant de parler de certains statuts, notamment sur les activités médicales, aussi sur les activités non médicales, et notamment de parler de questions qui émergent à l'hôpital, soit de nouveaux statuts, ou en tout cas de statuts qui font l'objet d'une attention médiatique, de conditions d'emploi qui font l'objet d'une attention médiatique et politique particulière. Donc moi, je vais vous parler rapidement maintenant donc, de la question des contrats aidés, et surtout, plutôt que des contrats aidés, la question de la suppression des emplois aidés à partir de 2017 et de l'hypothèse de leur remplacement par un nouveau type de statut à l'hôpital qui sont les missions de service civique. Voilà, je précise juste que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hôpital ni de la fonction publique, je suis spécialiste du monde associatif. Et donc, j'ai rencontré cette question à partir d'une enquête que j'ai menée avec 3 collègues, Maud Simonet, Florence Yadaden et Francis Lebon, sur le développement des missions de service civique dans le secteur public. Donc ici, je fais un bref rappel sur la question des emplois aidés, sur laquelle je n'ai pas travaillé particulièrement, mais qui est importante pour comprendre le développement des missions de service civique. Comme vous le savez peut-être, les contrats aidés sont des dispositifs des politiques de l'emploi. Donc l'objectif, c'est la création d'emplois et l'insertion professionnelle de personnes considérées comme étant en difficulté sur le marché de l'emploi. Ce sont donc des contrats subventionnés par l'État qui ont pour objectif de favoriser l'embauche et l'accompagnement dans l'emploi. Donc, le point commun entre les emplois aidés et puis les contrats aidés et puis les missions de service civique dont je vais vous parler ensuite, c'est que ça n'est pas la structure employeuse ou la structure qui accueille, qui verse la rémunération ou l'indemnité, mais l'État. Les emplois aidés, ce sont des dispositifs qui ciblent en priorité les personnes qui ont plus de 50 ans ou les allocataires de minima sociaux, les personnes inscrites à Pôle emploi depuis plus d'1 an, ou encore les personnes de moins de 25 ans peu qualifiées. Voilà, il y a toute une construction comme ça de public cible pour ces dispositifs. Donc, ce sont des CDD avec des salaires qui sont souvent très proches du SMIC,
et qui sont principalement déployés dans le secteur non marchand, le secteur public et le secteur associatif. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, donc avant la grande inflexion qui a eu lieu en 2017, au 31 décembre 2014, il y avait près de 210 000 travailleuses et travailleurs en emploi aidé dans la fonction publique, donc sur 5,6 millions de salariés. Je m'appuie sur les données de l'INSEE. Il y a donc une forte diminution du nombre de contrats aidés de manière générale, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Ce dispositif a été qualifié par le gouvernement de coûteux et inefficace et il a donc été décidé de supprimer un grand nombre, en tout cas de ne pas créer de nouveaux emplois. Donc il y a eu une baisse de 36% des contrats aidés en 2017 et de 54% en 2018, ce qui représentait 261 000 contrats en moins sur 2 ans dans le secteur non marchand. Donc, c'est une diminution qui est vraiment très importante. Et par ailleurs, sur la même période, la durée moyenne des contrats a diminué, puisqu'on est passé de 11,9 mois en moyenne à 10,9 mois. Là, c'est des données qui sont extraites d'enquête de la DARES. Alors, sur l'hôpital plus particulièrement, d'après les données que j'ai pu trouver, à l'été 2017, donc au moment où la décision politique est prise de ne pas renouveler un nombre important de contrats, on recensait a priori environ 25 000 contrats aidés dans les hôpitaux pour des missions donc non médicales, des missions notamment de ménage, relatives au ménage des locaux, d'aide au secrétariat ou de désinfection d'espaces de soins. Alors, pour certains hôpitaux, donc la situation pouvait être assez hétérogène. Par exemple, l'hôpital de Châteauroux dans l'Indre, les personnes en emploi aidé, ça représentait 5% des effectifs. Donc là, une situation où il y avait un nombre vraiment important d'emplois aidés au regard du nombre d'agents global. Alors, on a relativement peu entendu parler des effets sur les hôpitaux et les EHPAD, de la suppression de nombreux contrats aidés au moment où la décision politique a été prise. Sans doute parce que d'autres secteurs ont été impactés plus fortement en termes quantitatifs. En premier lieu, l'éducation nationale, qui est vraiment un secteur dans lequel il y avait énormément d'emplois aidés et où se pose la même question aujourd'hui du remplacement par des missions de service civique. Et puis aussi le secteur associatif. Néanmoins, il y a eu des prises de parole publiques sur le sujet spécifique de la suppression des emplois aidés à l'hôpital et de ses conséquences. Par exemple, à l'été 2017, au moment où s'amorçait cette diminution drastique, le directeur adjoint de la Fédération hospitalière de France, qui est donc l'association qui représente les hôpitaux publics, il avait alerté dans les médias en disant un hôpital, une maison de retraite, ce n'est pas une administration. Retirer des postes du jour au lendemain peut complètement déstabiliser des organisations. Voilà. Et c'est effectivement une question qu'on a retrouvée, nous, dans notre enquête sur le développement des missions de service civique. On a rencontré notamment des EHPAD qui avaient connu des situations extrêmement difficiles suite à la suppression des emplois aidés. Alors, d'après les données qui ont été recueillies notamment par l'INSEE, face à la perte de contrats aidés, le secteur public, de manière générale, a recruté des contracteurs. Néanmoins, ce recours aux contrats courts n'a pas intégralement compensé la disparition des contrats aidés, notamment parce que le coût n'est pas du tout le même pour la structure. Et on sait notamment que dans la fonction publique hospitalière, la suppression des contrats aidés n'a pas du tout été compensée par le recrutement de contracteurs. Alors, donc, il y a eu aussi des interpellations politiques du gouvernement sur la situation spécifique, enfin, par des acteurs politiques, des interpellations du gouvernement sur la situation spécifique du secteur hospitalier et en particulier des EHPAD qui relèvent de centres hospitaliers. Donc, par exemple, en mars 2018, Yannick Vaugrenard, qui était alors sénateur de Loire-Atlantique, alertait par une question écrite à la ministre sur la situation du centre hospitalier de Saint-Nazaire, où les agents en contrat aidé dans les 2 EHPAD relevant du CH ne pouvaient pas être remplacés par des contractuels, puisque le coût d'un CDD classique là, était 4 fois plus important pour la structure employeuse. Et donc, il y avait le constat d'une impossibilité pour le centre hospitalier de remplacer les agents qui étaient partis suite à la suppression de ces contrats, et donc une situation extrêmement compliquée du point de vue des effectifs dans la structure. Voilà. Donc, suite à ce mouvement, on en arrive donc à la question sur laquelle j'ai travaillé avec mes collègues, qui est la question de la mise en place progressivement dans les services publics
et à l'hôpital et dans les EHPAD en particulier, donc d'un statut particulier de travail, qui est donc un statut qui ne relève pas du droit du travail, qui est le dispositif du service civique. Donc pour vous le présenter très rapidement, même si certains et certaines d'entre vous le connaissent probablement, c'est un dispositif qui a été créé en 2010, qui est destiné à des personnes de 16 à 25 ans, qui permet une contractualisation de 6 à 12 mois, à minima 24 heures par semaine, pour une mission dite d'intérêt général dans des structures à but non lucratif. Cette mission, elle s'effectue en contrepartie d'une indemnité de 580 € environ, qui est prise en charge à 80% par l'État. Donc là, même situation, la structure qui accueille prend en charge une somme qui est extrêmement, elle donne environ 100 € par mois et par volontaire. Ce statut de volontaire en service civique, c'est donc un statut qui est hors de l'emploi, qui donne accès à une protection sociale minimale, à une sécurité sociale, mais pas à une allocation chômage. C'est un contrat d'engagement et pas un contrat de travail. Alors, le dispositif, après sa création, il a été initialement mis en œuvre très majoritairement dans les associations qui avaient notamment porté ce projet. Les associations qui avaient l'habitude d'accueillir notamment un nombre important de volontaires. Donc, entre 2010 et 2015, le déploiement se fait essentiellement dans le secteur associatif. Et à partir de 2015, il y a une inflexion importante qui est donnée sous la présidence de François Hollande, avec l'annonce de la mise en place d'un service civique dit universel, une politique qualifiée d'universalisation, c'est-à-dire décision politique d'offrir des missions à tous les jeunes qui y candidateraient. C'était comme ça que c'était formulé politiquement, l'idée de donner accès à toutes les personnes qui souhaiteraient réaliser une mission. Alors, la mise en œuvre, donc, il y a vraiment l'idée de monter en charge, d'augmentation du nombre de missions, et ça va demander la mobilisation de différents acteurs, donc, afin d'accroître le nombre de missions. Et pour cela, les ministères et les collectivités vont être particulièrement mis à contribution, puisque les associations, à elles seules, ne pouvaient pas proposer suffisamment de missions. On a donc des objectifs d'accueil de volontaires qui sont fixés pour chaque ministère, avec la mise en place d'agréments ministériels, avec des missions préétablies. Alors, pour vous donner une idée, il y a des objectifs d'accueil, donc on est vraiment dans la mise en place d'une politique avec des objectifs quantitatifs. Les objectifs d'accueil par le ministère des Affaires sociales et de la Santé sont précisés dans une convention cadre qui est signée en décembre 2015 et qui prévoit le déploiement de 17 000 missions en 2016 et de 25 000 missions en 2017. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment importants. Alors, l'intervention des volontaires à l'hôpital, de ces volontaires en service civique, elle fait l'objet d'une justification politique, notamment dans ces documents signés, la Convention, qui notamment souligne l'importance d'une présence non soignante auprès des patients. Ça, c'est un discours qui va être très important pour justifier le développement des missions à l'hôpital, aussi la participation au développement de nouvelles activités, et l'accompagnement et l'assistance auprès des patients à leur arrivée. Donc, il y a vraiment une inflexion qui est donnée avec des missions orientées vers l'accueil. Donc, il y a plusieurs objectifs qui sont définis pour les volontaires: accompagner les patients, les guider, participer à des missions d'animation, de prévention et de promotion de la santé. Pour les missions plus spécifiquement en EHPAD, il y a beaucoup de missions en EHPAD de plus en plus. Le programme fixe des objectifs de renforcement de la vie sociale et citoyenne, ainsi que du lien intergénérationnel et familial. Donc, on est vraiment là plutôt sur des objectifs assez vagues, mais qui vont renvoyer de manière générale aux questions d'animation en premier lieu. Alors, à l'issue d'une première phase de déploiement, on constate que les missions dans le secteur de la santé connaissent un développement inférieur à ce qui était espéré. Donc ça a été pas mal souligné, notamment par l'Agence du service civique, quand nous l'avions rencontrée en début 2018. La directrice de l'Agence du service civique nous avait dit que l'hôpital était un secteur où le déploiement ne se faisait pas de manière fluide. Elle expliquait par le fait que les hôpitaux publics étaient des organisations qui n'allaient pas bien, et donc le déploiement de ce type de mission n'était pas facile. La Cour des comptes l'avait relevé aussi dans un document en 2018, alors avec la formule suivante, en disant: dans les secteurs sanitaires et médico-social, l'offre de mission reste très inférieure aux possibilités et aux attentes des jeunes prêts à s'engager. Donc, le secteur de la santé, notamment l'hôpital, se distingue à cet égard des bons élèves, entre guillemets, du déploiement du dispositif, qui accueillent un nombre important de volontaires,
Et ces bons élèves dans le secteur public, c'est plutôt le ministère de l'Éducation nationale qui aujourd'hui accueille vraiment énormément de volontaires, le ministère de l'Intérieur et puis Pôle emploi. Alors, il y a malgré tout un bon élève, hein, entre guillemets, dans ce déploiement du service civique à l'hôpital, et ce bon élève, c'est la PHP, hein, puisque Martin Hirsch, qui avait donc porté la loi créant le service civique, est nommé en 2013 directeur général de la PHP, et il y met très rapidement en place une politique très volontariste de développement du dispositif. Donc, il y a vraiment une caractéristique à PHP de ce point de vue-là. Dès octobre 2014, hein, et donc avant les autres services publics, la PHP obtient un premier agrément pour 25 volontaires, répartis dans 5 services d'accueil des urgences. Donc, ça démarre par les urgences. Et le nombre de volontaires augmente ensuite rapidement. 283 volontaires à la PHP en 2016, 449 en 2018, et donc ça continue à se déployer. Voilà, on est vraiment là sur une situation où il y a une politique très volontariste qui a demandé une mobilisation importante pour rendre possible le déploiement de ces missions à l'hôpital. Dans les autres hôpitaux publics, le développement du dispositif est plus lent. Il passe notamment par la Fédération hospitalière de France et on est vraiment là dans une logique incitative où il faut convaincre les établissements, les services d'accueillir des volontaires. Ces volontaires, d'après les données disponibles, à la fois d'après les chiffres dont on dispose à partir de la base de données de l'Agence du service civique, mais aussi à partir des chiffres qui sont produits par la PHP, on sait que ce sont en grande majorité des femmes. On est, d'après nous, les estimations qu'on a pu faire, qu'a fait notamment Florencia Daden, qui a fait le traitement des données de la base de données de l'Agence du service civique, il y aurait environ 75% de femmes parmi les volontaires en service civique à l'hôpital. Bon, c'est caractéristique d'une très forte féminisation des volontaires en mission de service civique dans les services publics, plus que dans les associations. Donc clairement, là, ça pose des questions de genre qui sont très nettes. En moyenne, dans le service public, surtout à l'hôpital, les volontaires sont relativement plus âgés que la moyenne. On a une moyenne d'âge qui est environ de 21 ans. Et avec environ la moitié d'entre elles et eux qui ont un niveau de formation équivalent au baccalauréat. Alors, je vais dire quelques mots des questions qu'on a identifiées, nous, dans l'enquête, notamment du point de vue des effets du développement de ces missions, hein, au-delà de ce qu'on peut dire, hein, de l'arrivée dans les hôpitaux publics de travailleurs qui sont hors de l'emploi, et des effets aussi pour pour les gens, enfin voilà, pour les organisations, pour les personnes avec qui ils travaillent, etc. Il y a des questions très nettes qui se posent, hein, en termes de professionnalité des travailleurs, hein, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. L'intervention des volontaires à l'hôpital, comme dans d'autres secteurs, elle se heurte à une question récurrente qui est la question des frontières. Qu'est-ce qu'elles et ils doivent faire? Ce ne sont pas des salariés, ce sont des volontaires. Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'ils ne sont pas censés faire, sinon on est dans de la substitution à l'emploi. Donc, il y a des enjeux forts de division du travail. Et donc ça, c'est une question qui est discutée de manière récurrente. Et à l'hôpital, la question, elle est posée en termes de frontières du soin, l'idée étant que les volontaires ne doivent pas dépasser cette frontière, le soin étant réservé aux salariés et en particulier aux professions médicales et paramédicales. Donc, il y a une division du travail qui peut être très explicitée parfois, notamment par Martin Hirsch, hein, qui le dit très clairement, qui est qu'aux volontaires, le care, hein, et le soin, le cure, aux salariés. Alors, évidemment, les choses sont beaucoup plus difficiles en pratique à mettre en œuvre, hein. Il y a évidemment des passages de frontières qui sont fréquents. Voilà, pour de multiples raisons, notamment parce que le dispositif est mal connu et pas toujours présenté aux équipes. Donc, ça favorise, et parfois on se demande, on se dit que c'est pas parfois un peu délibéré qu'il soit si peu présenté aux équipes, hein, parce que effectivement, ça favorise des formes d'intervention en dehors justement de ces frontières qui sont définies en théorie. Bon, et puis évidemment, dans des structures qui sont clairement sous-dotées en personnel, il est très difficile pour les volontaires de se cantonner à certaines tâches clairement définies. Ce qui était très clair aussi dans notre enquête, c'est que les volontaires en service civique ont vraiment pu être perçus comme des nouveaux emplois aidés. Il y a été l'expression emploi civique, hein, qui est complètement impropre puisqu'on n'est pas dans l'emploi, était très fréquemment
employés par les acteurs qu'on a rencontrés à l'hôpital ou en EHPAD. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une assimilation, l'idée que il y avait des emplois aidés qui avaient été supprimés, les CAE, les emplois d'avenir, etc. Et qu'on avait une nouvelle forme de politique de l'emploi, de dispositif de politique de l'emploi qui arrivait. Donc l'idée d'une substitution d'un dispositif à l'autre, mais avec là la grande question qui était que les volontaires ne sont pas des salariés. Donc, ce qu'on a vu aussi en termes de professionnalité, c'était que donc les missions de service civique à l'hôpital public, elles sont clairement présentées dans les formations comme des formes de pré-professionnalisation. Donc par exemple, il est beaucoup dit que la PHP est le premier employeur d'Île-de-France. Enfin, il y a vraiment l'idée, on dit aux volontaires qu'ils se constituent donc une expérience professionnelle avec cette mission. Donc les volontaires sont encouragés à faire preuve non seulement de leur utilité, mais aussi de leur professionnalité. Or, cette professionnalité, elle peut se construire avec les professionnels hospitaliers, par les échanges avec elles et eux, mais elle peut parfois aussi se construire contre elles et eux, en complémentarité, mais aussi parfois en concurrence avec celles des travailleuses et des travailleurs qui réalisent les tâches les moins qualifiées dans la division du travail hospitalier, puisqu'à l'hôpital, les volontaires apparaissent être des petites mains qui complètent le travail infirmier ou aide-soignant, qui sont censés effectuer des tâches qui relèvent du care, et donc qui peuvent déposséder, entre guillemets, parfois, certains professionnels justement de ce type de tâches. On a vu, nous, des interactions où des volontaires reprennent des aides-soignants sur la bonne manière de se comporter avec des patients et sont en fait encouragés à le faire, notamment dans les formations qu'ils peuvent recevoir dans les établissements. Voilà, donc il y a des enjeux de professionnalité qu'on retrouve dans d'autres secteurs avec le développement des missions de service civique, voilà, et qui sont tout à fait manifestes. Je repasse la parole à Marion sur la question de l'intérim. Merci Sophie. Merci. Je voulais en fait donc commencer à introduire la question de l'intérim, notamment par rapport à la comptabilisation statistique qu'on en a dans l'enquête emploi. D'un point de vue statistique, en fait, elle ne représenterait qu'une part très faible dans la fonction publique. Selon l'enquête emploi, la part des intérimaires, toutes fonctions publiques confondues, est comprise entre 0 et 1% de l'emploi public. Donc, ce qui est quand même très, très faible dans cette enquête. Et donc, je voulais mettre un peu en évidence les limites de ces statistiques. La question du recensement de ces intérimaires, d'abord. Les agents en intérim qui exercent dans des organismes publics ont comme employeur principal une agence d'intérim qui est une entreprise privée. Ils sont donc comptabilisés comme des intérimaires du secteur privé, alors même qu'ils peuvent exercer des missions dans un établissement public. Par exemple, dans le cas de la fonction publique hospitalière, dans l'enquête emploi, la part des intérimaires est de 2%. Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, les hôpitaux ont recours de plus en plus, notamment pour le nettoyage, à des sociétés intérimaires. Si ces agents sont en mission uniquement à l'hôpital, ils ne sont cependant pas recensés comme des travailleurs de cet établissement public. Le cas récent des travailleuses du bio-nettoyage dans un hôpital du nord de la France montre bien l'exemple de salariés qui effectuent des missions dans le même établissement, mais qui sont employés par une société privée. Donc ça, c'était la première chose. Le second problème que je voulais mettre en évidence, c'est que la mauvaise prise en compte de ces statistiques des intérimaires crée finalement une sous-évaluation qui ne permet pas de rendre compte d'un système dual de l'emploi intérimaire. C'est parce que la relation avec l'employeur est incertaine, mais aussi que le pouvoir de négociation individuelle et collective sur le salaire, sur les conditions de travail, sur les conditions d'emploi sont faibles, que l'intérim est souvent qualifié d'emploi précaire. Pourtant, pour certaines professions, l'intérim est aussi l'opportunité, tant du point de vue des indemnités, puisque celles-ci sont facturées relativement au temps de travail, que des conditions de travail, c'est-à-dire la possibilité pour certains de réduire leur temps de travail compte tenu des indemnités qu'ils perçoivent. Et cette dichotomie de l'emploi intérimaire est particulièrement visible à l'hôpital et prend tout son sens lorsque l'intérim médical est évoqué.
je remettre la parole à Sophie. Merci Marion. Voilà, en fait, l'idée là, c'est d'introduire l'échange qu'on va avoir avec Julie. Voilà, donc je vais vous parler de l'intérim médical sur lequel je n'ai quasiment pas travaillé, mais plus du point de vue de sa construction comme problème public. Je pense que parmi vous, il y a certainement des gens qui travaillent à l'hôpital et qui connaissent ça mieux que nous, mais l'idée, voilà, c'est de reparler un peu de la manière dont médiatiquement, politiquement, il a été question de ce phénomène de l'intérim, du développement de l'intérim médical, avant d'en parler avec Julie. Bon, donc, ce qu'on peut vraiment dire sur cette question, c'est que l'intérim des médecins est devenu un problème public, au sens où il est devenu un enjeu de débat public et d'intervention étatique. Et ce qu'on peut d'abord souligner, ce qui est frappant, c'est que l'intérim à l'hôpital, par contre, n'a pas été constitué en problème public pour le recours à l'intérim dans d'autres activités, l'intérim des aides-soignantes, l'intérim des infirmières, le recours aussi à des agences d'intérim pour le nettoyage. Ça n'a pas été constitué en problème public. Par contre, il y a vraiment dans les médias, dans l'action politique, une attention forte portée à l'intérim des médecins, notamment avec des formes de scandalisation, des choses évoquées sur le registre du scandale, par exemple dans les médias. La question en fait de la rémunération des médecins intérimaires. Par exemple, il y avait eu une garde aux urgences de Mulhouse, payée 2 200 € les 24 heures le 28 décembre 2019, qui avait donné lieu à des articles de presse sur le mode du scandale, de cette idée d'une rémunération obscène par rapport au budget général des hôpitaux publics. Donc, ce recours à l'intérim est dénoncé comme une pratique problématique qui se serait emballée au cours des 15 dernières années. Et donc, Olivier Véran, je vais partir de ça, alors qu'il était député, il y a consacré en 2013 un rapport très critique qui s'appelle « Hôpital cherche médecin coûte que coûte », rapport extrêmement critique sur cette question qui donne un peu le ton de ce qu'on observe jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans ce rapport, la pratique du recours à l'intérim médical, elle est dénoncée comme problématique à plusieurs titres. D'abord parce que son coût serait exorbitant, je cite, exorbitant entre guillemets, du fait notamment de rémunération très élevée. Ensuite, parce qu'il y aurait des conséquences négatives sur la qualité, la continuité et la sécurité des soins. Et enfin, parce qu'elle s'accompagnerait d'une absence de contrôle et que les irrégularités seraient fréquentes en matière de rémunération, de cumul d'emplois qui ne seraient pas réglementaires, notamment. Donc, il y a tout un vocabulaire, notamment le terme de mercenaire, qui est quand même très fréquemment utilisé. Et dans le rapport, par exemple, il s'appuie sur un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui va citer un cas extrême de cumul d'emploi par un praticien hospitalier qui est titulaire à 80% et qui va être titulaire dans un hôpital et faire de l'intérim dans un autre hôpital, mais du même groupement hospitalier du territoire, pour des rémunérations très importantes, etc. Donc, c'est ce type de choses qui est mis en avant, donc avec un salaire de 21 000 € pour 31 jours de travail, etc. Alors, le rapport souligne que le recours à l'intérim sera l'une des conséquences de problèmes rencontrés par la médecine hospitalière publique, notamment la difficulté de certains hôpitaux, alors donc plutôt les petits hôpitaux que les CHU, à recruter des médecins, surtout dans certaines spécialités, anesthésie-réanimation, radiologie, médecine d'urgence. La difficulté aussi à garder les médecins, que le rapport essaie d'objectiver, par exemple, avec un indicateur qui est celui de l'augmentation des démissions de praticiens hospitaliers. Et donc, le problème central serait celui de l'attractivité de l'hôpital public. Le développement du recours à l'intérim, donc il aurait pour corollaire la structuration d'un marché avec ses intermédiaires qui sont les agences d'intérim. Alors, on constate effectivement deux phénomènes, à la fois l'émergence d'agences d'intérim qui sont spécialisées dans l'intérim médical, et puis la constitution de branches, je ne sais pas si on peut vraiment les appeler des branches, mais en tout cas, de spécialisation sur le médical dans des agences intérim généralistes. Alors, les agences d'intérim, elles sont décrites dans des termes très sévères dans le rapport Véran, qui dénonce plus particulièrement notamment des agences situées à l'étranger, par exemple au Luxembourg, qui s'affranchiraient du droit social, qui s'affranchiraient aussi des normes de qualité, les normes ISO, qui sont importantes
dans la structuration de l'activité hospitalière aujourd'hui et qui pratiqueraient du dumping social. Là, je cite le rapport. Alors, le coût des journées de travail en intérim est estimé très élevé, hein, ce qui est dû au fait donc, que la rémunération des médecins est plus élevée que la rémunération des médecins titulaires, mais aussi au fait qu'il y a des coûts supplémentaires pour ces missions d'intérim, notamment quand ce sont des missions de durée moyenne ou longue, puisqu'il y a le coût de la prestation fournie par l'agence d'intérim déjà, mais il y a aussi des frais d'hébergement, de transport et de bouche quand il y a des déplacements sur le territoire. Alors, le rapport souligne qu'il y a à la fois un problème de coût pour l'hôpital et puis un problème public d'inégalité entre les médecins, puisque donc, les médecins, en faisant le même travail, ne perçoivent pas la même rémunération. Ce qui est une situation qui peut être frappante pour des gens qui travaillent dans l'université publique, comme sans doute un certain nombre d'entre vous, ou à l'université publique, ce sont les insiders, entre guillemets, qui perçoivent les meilleures rémunérations. Et les outsiders, les vacataires, etc., qui sont bien moins bien payés. Là, on a une situation inverse où ce sont les outsiders, entre guillemets, ceux qui ne sont pas titulaires et pas là tout le temps, qui sont les mieux payés. Alors, donc, il y a eu des actions politiques pour essayer de lutter contre ce qui est identifié comme un problème, avec notamment un décret adopté en novembre 2017 relatif donc, au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé, qui fait deux choses, qui à la fois impose des choses aux agences d'intérim. Donc, je cite, le décret dit « sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par les agences de travail temporaire ». Donc, en fait, on exige des agences de vérifier que le praticien est régulièrement autorisé à exercer et qu'il possède les qualifications et les expériences nécessaires pour le poste, qu'il est physiquement et mentalement apte à exercer son métier, qu'il n'est pas déjà employé dans un établissement sous un statut médical hospitalier et qu'il a bénéficié des repos suffisants entre deux contrats de mise à disposition. Donc là, on voit les problèmes qui ont été identifiés. Donc ça, c'est la première chose qui est imposée aux agences par le décret. Et deuxième chose très importante, le décret plafonne les dépenses d'une mission d'intérim médical, notamment plafonne ce qu'un hôpital public peut dépenser pour les missions d'intérim. Donc, ce décret, il est adopté fin novembre 2017. Il entre en vigueur au 1er janvier 2018. Et en mars 2018, est créé un syndicat national des médecins remplaçants des hôpitaux. Et une des premières actions de ce syndicat, c'est de riposter au décret, en fait, en publiant une liste de 45 hôpitaux qui appliquaient ce décret et en invitant les médecins à ne pas y effectuer de remplacement. Donc là, on a un bras de fer autour de cette question du plafonnement des rémunérations. Donc ça donne lieu à une réponse forte de la ministre de la Santé qui reproche à ses remplaçants d'organiser un boycott des établissements au risque de mettre en péril la continuité des soins. Et ça suscite aussi une réaction du Conseil de l'ordre des médecins qui condamne ce type d'action en considérant que c'est quelque chose qui met aussi en péril la continuité des soins. Ça va quand même au point, ça se déporte sur le plan judiciaire, puisqu'en novembre 2018, il y a 3 membres du bureau de ce syndicat qui ont fait l'objet d'une plainte de la ministre de la Santé. Donc, il y a eu des annonces sur ces questions juste avant le début de la pandémie, notamment lorsque Agnès Buzyn avait présenté en novembre 2019 un plan d'urgence pour l'hôpital. Elle avait annoncé à l'occasion des campagnes de contrôle auprès des médecins pratiquant l'intérim via des comptables publics. Donc, je cite ce qu'elle avait dit à cette occasion. « L'hôpital ne peut constituer une zone de non-droit dans laquelle certains acteurs imposeraient par le chantage exercé sur la continuité des soins leurs conditions tarifaires aux acteurs du système de santé. » L'idée, c'était de mettre en place des contrôles sur le respect des règles relatives au repos de sécurité, au cumul d'emplois publics et au plafonnement des rémunérations. Bon, ces annonces, elles ont suscité une réaction du syndicat national des médecins remplaçants qui met l'accent. L'argument, c'est de dire que le développement de l'intérim médical, je cite le communiqué qu'ils ont fait, n'est que la conséquence de 30 ans d'incurie gouvernementale ayant entraîné une énorme dégradation de la qualité des soins et une énorme dégradation des conditions de travail des praticiens hospitaliers. Et donc, une situation où le statut hospitalier est peu attractif. Et l'intérim, dans ce communiqué, est présenté comme une pratique grâce à laquelle les médecins peuvent garder un certain contrôle de leur vie professionnelle et personnelle.
Et notamment, je cite là encore, il fait référence à la question du burn-out. Il dit « Du fait de notre statut, nous avons une meilleure gestion personnelle de nos emplois du temps et sommes de ce fait moins à risque de burn-out que nos confrères titulaires. » Voilà, donc il y a vraiment une question qui a été constituée en problème public, mais qu'on connaît encore relativement mal. A priori, on ne parvient pas à estimer le nombre de médecins réalisant vraiment des missions d'intérim. On ne connaît pas non plus bien le coût total des missions, la moyenne des rémunérations, etc. Le rapport Véran qui date un peu maintenant, mais il contient par exemple des formules assez étonnantes, quand même parfois un peu hasardeuses, comme certains médecins choisiraient leur lieu de vacances en fonction des missions qu'ils pourront y effectuer sur un week-end, etc. Voilà, donc on sent que c'est un problème qui est constitué en scandale, mais dont la réalité n'est pas bien saisie. Voilà pour cette présentation du problème constitué. Voilà. Et donc, je vais maintenant poser